Je vous propose de partir à la rencontre de chercheuses et de chercheurs français dont l'audace repousse chaque jour les frontières du savoir. Des ailes au talent, c'est une série de portraits de femmes et d'hommes qui portent les sciences de la vie vers l'avenir et dont le parcours mérite d'être raconté. Des portraits littéraires, car nous avons choisi de confier leurs récits à des écrivaines et écrivains. Chaque épisode de ce podcast est donc le fruit d'une rencontre entre un esprit scientifique et une plume. L'autrice que vous allez entendre dans cet épisode, c'est Rose Vidal. Elle tire le portrait du psychiatre et neuroscientifique Boris Chaumette. Vous écoutez la 4e saison des Ailes au talent. Soyez les bienvenus. Hop, 1, 2, 3. Ça va en termes de son ? Ah oui. Non, c'est bon. Lorsque je rencontre Boris Chaumette pour la première fois, il me parle de mon livre. Ouais. Le sien traite de la schizophrénie. Ouais. Le mot vient du grec schizo, fendre, séparer ou éclater, dit-il. Et phrène, c'est l'esprit. Phrène est également apparenté à phraso. Dire, faire comprendre, c'est-à-dire mettre dans l'esprit. Mon livre à moi parle de la douleur, et il y note une langue curieuse, semblable à ce qu'on appelle une parole de fou, où la parole fonctionne par cassure, comme cette racine de schizo qui brise les continuités du langage. Elle est circulaire pour qu'on prête attention à ses circulations, pour entourer ce qu'elle hésite à aborder, comme un bateau tourne autour d'une île lorsque la tempête laisse douter d'un plus franc accostage. Ça fait presque peur d'entendre un médecin vous dire cela en plein cœur d'un centre psychiatrique. Mais pourquoi donc peur ? Sainte-Anne, dont nous parcourons les allées fleuries en discutant, est aujourd'hui un lieu de soins, d'accueil et un pôle de recherche. Un lieu de vie également. Mais de l'extérieur, l'idée du centre psychiatrique continue de faire frissonner et de s'enrober d'un mystère dont le réflexe est de se préserver plutôt que de le percer. Dans les bandes dessinées de mon enfance, les personnages fous avaient des entonnoirs sur la tête et se prenaient pour Napoléon. Certes, Napoléon a marqué les esprits, comme la littérature du 19e, Stendhal, Dumas, Hugo, mais aujourd'hui, ces représentations ne sont plus tout à fait actualisées. Aujourd'hui, on a des patients qui délirent en disant « j'ai une puce qui m'écoute, qui enregistre mes pensées, qui génère de l'IA, etc. » C'est pas du tout un délire qu'on pouvait avoir au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, ça pouvait être Dieu qui nous avait donné une mission, mais c'était pas la puce dans le cerveau, parce que le symptôme du patient, il s'inscrit dans une temporalité. Donc il y a une relation entre les symptômes du patient et la vie en société à l'instant où on parle. Nos peurs, comme les délires schizophréniques, ont pris un air du temps. Dans le langage courant, quand on n'entend pas schizo employé comme une insulte, la schizophrénie est souvent caricaturée en l'idée qu'une personne aurait 2 personnalités qui se partageraient un corps. Mais aujourd'hui, à mesure que les tabous sur les questions de santé mentale se lèvent progressivement, des réactions s'élèvent pour dire qu'il faut faire attention à ces abus de langage, stigmatisants pour les personnes qui en souffrent. Et il n'y a pas si longtemps, non sans tort, on se serait cru condamné aux électrochocs au moment de séjourner en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, on croit plus volontiers qu'on se fera gaver contre son gré de médicaments qui nous abrutiront dans une camisole chimique. Il semble au fond que la peur des outils et des traitements est au moins aussi grande que celle de la folie elle-même. Et parce que la folie et ses traitements font peur, ce doit être quelque chose d'y consacrer sa vie, son métier, de la côtoyer de près et surtout de la traiter. J'ai eu assez jeune l'intuition que j'allais me diriger vers des sciences et faire de la médecine et de la recherche parce que je ne comprenais pas qu'on ait des maladies qu'on connaisse mais qu'on ne puisse pas soigner. C'est vraiment mais dès l'école primaire, j'avais cette espèce d'intuition qu'en fait, il y avait une sorte de... Si on connaissait, on devrait pouvoir proposer quelque chose pour soulager. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels on se sent plus à l'aise que d'autres. Et donc ça, c'est logique aussi de s'écouter un peu dans cette démarche-là. Et j'ai su assez rapidement que je voulais faire de la recherche sur la schizophrénie parce que je trouvais que c'est une maladie qui justement pose la question
de la conscience, des émotions, beaucoup plus qu'une autre maladie. Finalement, il y a des questions philosophiques qui émergent sur la définition de la pensée, du contrôle de ces pensées, de qu'est-ce qu'on peut reconnaître comme étant vrai, comme étant une illusion, une construction de l'esprit. Il faut l'admettre d'emblée, la schizophrénie nous confronte aussi à des abîmes de doute et de réflexion. Au fond, nous craignons de tomber fous. C'est ainsi qu'on pouvait le dire autrefois, pour signifier à la fois qu'il y a ce risque sous nos pieds et que ça peut nous tomber dessus. Ce qui, dans le cas de la schizophrénie, survient généralement au début de l'âge adulte. En fait, on s'est rendu compte aussi que sur le plan très biologique, il y a beaucoup de cartes qui sont rebattues à ce moment-là. Les neurones, ils sont entourés d'une gaine isolante, qu'on appelle la gaine de myéline. Et donc, en fait, c'est très utile pour transmettre l'électricité. C'est un peu comme si vous aviez des fils sans isolant, vous allez avoir une déperdition d'électricité au fur et à mesure, ou voir des fils qui vont se toucher, si on peut dire comme ça. Avec la gaine de myéline, vous avez une transmission qui est sécurisée et qui va beaucoup plus vite. Et donc la myélinisation du cerveau, elle va même jusqu'à 30 ans en fait. Et donc il y a une maturation du cerveau à l'adolescence par cet allégage synaptique, par la gaine isolante, qui fait que le cerveau il continue à se développer encore à cet âge charnière un peu de l'adolescence. Et donc probablement dans ces mécanismes qui sont impactés, il y a des fois où ça se passe pas bien et où ça dérive vers un trouble psychiatrique. Intéresser les gens à ce qui se passe derrière les murs des centres psychiatriques, moins fermés que l'on veut bien le croire, ouvrir la recherche et informer en toute transparence sur les prédispositions génétiques à la maladie, c'est pour Boris Chaumette une façon d'œuvrer au remaillage d'un tissu social trop longtemps déchiré à l'endroit de la folie. Car les personnes atteintes de schizophrénie et leur entourage souffrent socialement de l'incompréhension, du rejet, de la solitude, de la honte, de manquer d'écoute et de possibilité d'échanger. Quand je dis que je m'intéresse à la douleur, on me demande systématiquement physique ou morale. Je réponds invariablement que c'est la même chose. Mais une schizophrénie, c'est bien dans la tête, non ? La recherche de Boris fait d'elle-même office de réponse, puisqu'il travaille sur le terrain génétique de la schizophrénie. Il n'y a pas grand-chose de plus matériel et physique, ou physiologique si vous préférez, que cette molécule d'ADN qui code tout le déroulé de notre croissance dans la matière, sa production de cellules, d'enzymes, de protéines, d'hormones, vaste somme sensible de réactions chimiques. Le fait même de déplacer notre représentation de la schizophrénie de l'esprit au corps et de dire ce corps dans la langue indiscutable de l'ADN, c'est une façon de déstigmatiser la maladie et de reconcerner tout le monde. Si on comprend qu'il y a des facteurs qui sont en dehors du contrôle de la personne, à ce moment-là, on est beaucoup plus dans de l'empathie et beaucoup plus dans une situation d'ailleurs qui est plus proche scientifiquement de ce qui est le cas, parce que pas que environnemental ou que biologique, c'est des interactions entre les deux. Mais du coup, on explique les choses, ça fait moins peur et ça permet de déstigmatiser. Donc c'est vraiment ce travail-là dans lequel moi je suis engagé, expliquer pour aussi permettre qu'on reconstruise de l'empathie vis-à-vis de ces situations-là. Pour ceux qui la vivent, c'est une souffrance. Je vais réprimer mes enthousiasmes littéraires qui me font apprécier dans cette première phrase du livre de Boris Chaumette un décasyllabe régulier, césuré comme peut l'être cet esprit fendu dont nous parlions plus haut. Il renverse le sens de la phrase pour mettre ceux qui la vivent en avant, tout en suggérant par une tournure passive que le véritable sujet de la phrase est assujetti, subordonné à la souffrance qui a pris le rôle principal. Le décasyllabe ne nomme pas la schizophrénie parce que tout reste à dire et à comprendre. Les patients qui ont accepté le diagnostic, là, généralement, ils sont assez demandeurs d'examens complémentaires pour comprendre. La deuxième chose, c'est pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi ça m'est tombé dessus. La personne soignée est le cœur du métier de Boris Chaumette, au centre du processus de décision et de la recherche, comme elle était au début de la première phrase de son livre. À l'endroit où la recherche ne concerne plus directement l'individu,
où les découvertes ne pourront pas l'aider personnellement à bénéficier de nouveaux traitements, le traitement psychiatrique prend de toute façon le relais, en noyau essentiel et ultime de son métier. On essaye des traitements, on a évidemment des patients qui sont en impasse thérapeutique, on essaie des dizaines et des centaines de médicaments différents, de combinaisons de médicaments, et vous n'aurez jamais personne qui dira « là c'est fini, je ne fais plus rien ». Parce que vous aurez cet accompagnement social. La personne n'a pas répondu, mais alors je vais mettre un infirmier pour l'aider à sortir de chez lui. Je vais mettre un dispositif pour que les courses arrivent à son domicile pour qu'il puisse continuer à manger. La beauté de son métier ne réside pas simplement dans les mystères que renferment les paroles de la folie et la double hélice de cette longue molécule d'ADN. Elle appartient aussi à la trivialité du quotidien de ceux qui la vivent, et aux moyens qu'on met en œuvre pour les aider à vivre, pratiquement, émotionnellement et socialement. C'est le cœur de l'affaire, à partir duquel s'articulent tous les autres, y compris le mystère, y compris la poésie. Chaque fois qu'il me parle d'ADN, il fabrique sous mes yeux une métaphore généreuse pour que je puisse sauter par-dessus la barrière de complexité et esquiver les projectiles du langage technique, parer les noms de molécules et les termes scientifiques. Il a cette image magnifique de la cellule comme une bibliothèque, dont les livres correspondent aux chromosomes. Il explique que les livres sont chapitrés, écrits dans un alphabet à 4 lettres sans espace, et que nous partageons ces lettres avec la pomme de terre. Au total, écrit-il, un seul et unique être humain résulte d'un code de plus de 6 milliards de lettres contenues dans 46 livres. Le langage de la génétique est beau, mais obscur à qui ne le maîtrise pas. L'agilité de Boris Chaumette se mesure à la gymnastique de traduction qu'il opère pour donner accès à sa recherche. Le travail que j'ai fait dans le livre, c'était évidemment de travail de vulgarisation, parce que ce que je voulais, c'est que les patients s'emparent de ces questions-là et comprennent ce qu'on pouvait faire dès maintenant. Et puis, la deuxième question, c'est qu'il faut faire monter en compétence les citoyens pour que demain, ils puissent poser les questions scientifiques qui les intéressent et y répondre de manière adéquate avec les outils qui existent. À lire la générosité de cette langue, qui vient nous trouver où l'on se tient, on sent qu'écrire est aussi son plaisir, comme l'intérêt philosophique qu'il porte aux paroles des personnes atteintes de schizophrénie. Quant à moi, les cassures, les circonvolutions qui habitent ma langue, elles sont une folie douce, autant que les moyens de ma propre recherche. Nos langues respectives sont des outils pour approcher des bibliothèques de mystères qui ne se sont pas entièrement livrées. Des outils pour nous aider au déchiffrement de leurs livres, entre les lignes desquels nous entrevoyons toujours des possibilités d'écrire, c'est-à-dire d'échanger, de prendre soin et d'espérer. C'est ce qui fait la beauté aussi de la médecine, c'est qu'elle est toujours en mouvement. Ouais. C'était le portrait du psychiatre et neuroscientifique Boris Chaumette, un texte écrit et lu par Rose Vidal. Des ailes au talent est un podcast de la Fondation Bettencourt-Schuller réalisé par Radio France Studio en collaboration avec les éditions Gallimard.